Tahar Ben Ammar fonde le Front National, parti nationaliste, dont il sera le président, et il aura comme secrétaire général Bourguiba. Début des années 50, il s'oppose au Premier ministre Mzali, qui voulait asseoir une co-souveraineté sur la Tunisie avec la France. Il va écrire des séries d'articles dans tous les journaux. Et en 1952, il se passe quelque chose d'atroce. Dans le Gabon, il y a et surtout à Tazarka, il y a des hommes qui sont assassinés, des femmes qui sont violées, il y a des enfants qui deviennent orphelins. On pense que c'est une sorte de mouvement français d'extrême droite qui en est responsable. Tahar Ben Ammar se rend chez le résident général, lui demande d'intervenir et celui-ci répond avec superbe, c'est un problème entre tribus, je n'ai rien à faire dedans. Alors Tahar Ben Ammar part en France, va chercher l'évêque de Lille, qui était un grand résistant et ami de De Gaulle. Il contacte un député et un sénateur, et il amène ces trois personnalités en Tunisie, et avec sa nièce, Tahida Belchir, les amène au Gabon et leur montre les atrocités. Ces trois personnalités vont faire un rapport accablant, qui va avoir beaucoup de bruit, qui va faire beaucoup de bruit à la Chambre de députés, à la Chambre sénatoriale, et personnellement, je pense que c'est ce qui a fait réfléchir Pierre Mendès France, qui décide qu'il faut trouver une solution à la Tunisie. Lamine Bey va nommer Tahar Ben Ammar Premier ministre avec pour mission de réaliser l'autonomie interne. La commission que Tahar Ben Ammar crée va se rendre à Paris. Il y aura avec lui Monislim, entre autres. Monislim, Mohamed Massoudi et un juriste qui sera expert. Ce sera Albert Bessis, bâtonnier, le grand-père de Sophie Bessis qui était à la haute instance, aux droits de l'homme, et l'arrière-grand-oncle et le grand-oncle de ma femme. Tahar Ben Ammar, mission accomplie, ramène l'autonomie interne à la Tunisie, et le B le reconduit avec pour mission l'indépendance. Et il repart. Il repart et il discute avec Guy Mollet. Le 6 mars 1956, tout est pratiquement réglé. Monislim, qui était à Tunis, ministre de l'Intérieur, lui demande de revenir d'urgence. Il y avait eu de mauvaises récoltes, la famine, et il fallait absolument calmer le peuple. Tahar Ben Ammar rentre, mais il reste en contact téléphonique avec Guy Mollet, et quand la dernière mouture est prête, Guy Mollet téléphone à Tahar Ben Ammar et lui lit la mouture au téléphone. Tahar Ben Ammar dit « Je suis d'accord, je prends l'avion et je viens signer ». Et c'est ce qu'il fait le 20 mars 1956. Il a signé l'indépendance de la Tunisie. Mais il ne rentre pas tout de suite, parce que sachant qu'il y a une grande famine, il négocie avec la France un don de 250 000 tonnes de blé dur et un don financier pour aider la Tunisie indépendante à pouvoir voler de ses propres ailes. Il a un deuxième rendez-vous important. L'Aga Khan, qui est très malade, lui avait demandé de passer le voir à Antibes, c'est ce qu'il fait. Et en Antibes, l'Aga Khan lui demande, comme faveur, un terrain d'1 hectare à Kérouan pour se faire enterrer. Tahar Ben Ammar répond positivement, mais il demande un dossier bien sûr, et avec intelligence, il s'est rendu compte que l'Aga Khan enterré à Kérouan, c'était des milliers de pèlerins ismaélites, et c'était le développement économique de la région. Il rentre à Tunis, et le 9 avril, il se rend chez Lamine Bey et il remet la démission de tout son gouvernement, disant qu'il avait rempli sa mission. Lamine Bey refuse, Tahar Ben Ammar insiste, le B lui demande « Qui voyez-vous » et Tahar Ben Ammar répond « Bourguiba ». Un an plus tard, le B est destitué
Et quelque temps plus tard, Tahar Ben Ammar est jeté en prison, sa femme également, pour une sombre histoire de bijoux. Quand les policiers viendront arrêter Tahar Ben Ammar, il leur dira « Attachez cette main qui a signé l'indépendance de la Tunisie ». Et à 68 ans, il se retrouve en prison. Alors pourquoi est-il en prison? Pourquoi a-t-on créé une haute cour de justice pour un problème de bijoux? Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-on voulu faire disparaître Tahar Ben Ammar? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons pensé demander à un ancien de Carnot, professeur de droit, docteur d'État en droit, docteur d'État en sciences politiques, ancien avocat à la Cour de Paris, de nous aider à décrypter cela. Et je voudrais que l'on remercie chaleureusement le prince professeur Mokhtar B. Alors, ami Mokhtar, tu as la parole. Si vous le voulez bien, faisons connaissance avec Tahar Ben Ammar. Bien que André Boll nous ait parlé de cet illustre personnage. Tahar Ben Ammar naquit, comme on vous l'a dit, le 25 novembre 1889 dans une famille originaire du Moyen-Orient, comptant de nombreux cadis. Son arrière-grand-père immigra en Libye et se fixa aux confins tuniso-libyens dans une oasis, Zulten, où il s'adonna fructueusement à l'élevage du bétail et au commerce caravanier. Il effectua ainsi plusieurs voyages en Tunisie avec son fils Ali, qui choisit de s'établir définitivement à Tunis, à Ras Darb, et y constitua une belle fortune faite de bétail, de domaines agricoles, marquant ainsi son attachement à sa ruralité originelle et d'autres acquisitions immobilières, dont sa demeure de Ras Darb, à laquelle il ajouta une mosquée qu'il dota de habous, comme il le fit au profit de la Tqiya et de la mosquée al-Maharziya. Scellant ainsi son entrée et celle de ses descendants dans la citadinité, ainsi par l'argent, par la religion et par l'alliance matrimoniale, ayant épousé une bourgeoise, Sallouh al-Mghirbi. Elle enfanta Mohammed. Il consolida cette citadinité par son mariage avec Aïcha bint Othman, l'Ahsheishi Sherif, sœur de Mohammed, le célèbre anthropologue qui épousa Shelbiya ben Ammar. Sa stérilité l'obligea de prendre pour femme Fatma Hajouj, dite Moujiza, la fille de Mahmoud Hajouj et de Habiba ben Ayed, et la sœur de Younes Hajouj, un brillant lettré, ministre d'Ahmed II, et de Habiba, surnommée Bibiya, épouse Ben Khalil. Fatma et ses frères et sœurs furent au décès accidentel de leur père Asfax, recueillis par l'Aroussi Ben Ayed, un érudit, officier, sorti de l'école de guerre du Bardo, époux de Fatma, la fille du général Osman, un ancien mamelouk crétois. L'Aroussi, frère de Habib Ben Ayed, était le grand-père paternel de Zakiya Ben Ayed, fille d'Ahmed et de Hani Sfar, de la famille du célèbre Béchir Sfar, qui épouserait Tahar Ben Ammar en 1929. Mohammed Ben Ammar, quoique bon vivant, modernisa l'exploitation de ses fermes et intensifia l'élevage avec l'assistance de son fils Tahar, qui s'occupa de la gestion financière de son patrimoine.
Nos Ben Ammar n'ont ainsi aucun lien de parenté avec leur homonyme de Wassila, appartenant à la tribu berbère des Chernes du Kef et au Makhzen des Beys de Tunis. Tahar Ben Ammar fit ses études au collège Alaoui, puis au lycée Carnot, qu'il quitta après l'obtention de sa première partie de baccalauréat, pour gérer le patrimoine familial au décès de son père en 1908. Il est réussi grâce à la force de son caractère, sa volonté, son courage, sa persévérance, sa tolérance et son réalisme, hérités de ses origines terriennes, mêlés au monde de l'argent, de la religion et du savoir de la grande bourgeoisie d'alors. Il s'initia à la politique par sa fréquentation en 1912 de Khairallah Ben Mustafa, Abdesli Zawj, Chedri Khairallah, et de 1913 à 1920 du cercle de la rue de la Commission dominé par l'avocat libéral Hassan Gallati. Il s'engagea sur le terrain politique en soutenant en 1919 les jeunes Tunisiens réclamant au congrès de Versailles l'application à leur pays du principe wilsonien du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Richard Nixon s'en souvint le 19 mars 1957 lorsqu'il lui remit deux distinctions américaines, ce qui déplut à Bourguiba, dit-on. En 1920, à 31 ans, il participa à la création du Destour. En janvier 1961, il préside la deuxième délégation du Destour venant présenter à son ami Georges Legge, président du Conseil, et au gouvernement français, après l'échec de la première délégation, les revendications du parti et réussit à les sensibiliser aux problèmes tunisiens. Mais, n'ayant pas réussi à concilier les vues de Thalbi et de Gallati sur les orientations du parti, il se retira du Destour en 1922, à 33 ans, pour mener le combat politique au sein du parti réformiste d'Hassan Gallati, qu'il quitterait en 1924 en raison de la timidité de ses adhérents. Puis, dès 1928, à l'intérieur des institutions représentatives, la section tunisienne du Grand Conseil, à travers le vote du budget de l'État, et de la Chambre d'agriculture du Nord, qu'il présiderait en 1928 à 39 ans, peu après le retour en décembre 1927 de deux grandes figures du nationalisme tunisien, vous les avez devinés, Habib Bourguiba et Mahmoud Matri. Il agirait désormais au plus haut niveau de l'État, faisant jouer ses importantes relations parisiennes, qu'il se constitua par ses fréquentations des salles de théâtre et de concerts, étant passionné de ces arts, côtoyant et combattant les éléments les plus virulents de la prépondérance, avec cette politesse et cette fermeté qui le caractérisaient, et ne se départissant guère du langage diplomatique circonstanciel qui s'imposait, et sans jamais rompre avec le mouvement national. C'était ainsi que, par exemple, en 1933, il poussa les grands conseillers à ne pas voter le budget en guise de protestation contre la politique du protectorat contraire aux intérêts tunisiens. En 1934, il sauva de la ruine 3000 petits agriculteurs tunisiens endettés, auxquels la caisse foncière dont il provoqua la création apporterait le soutien financier nécessaire. Le 3 novembre 1943, il demanda au général de Gaulle, à l'occasion de la réunion de l'Assemblée consultative d'Alger, un gouvernement tunisien autonome et l'abrogation consécutive du traité de Bardo de 1881. Le 22 février 1944, André Abdoul vous l'a dit,
il participa avec Bourguiba, Aziz Jallouli, Fadel Belhachour, Salah Farhat, Tahar Zawis, Salah Ben Youssef, Hamadi Bedra, Tahar Lakhdar et Bahri Giga à la création du Front National. En 1944, il dénia aux Français accompagnant le résident général Mast le droit de participer aux travaux de la commission des réformes tunisiennes, comprenant en outre Mostakaak, Aziz Jallouli et Hamadi Bedra, et leur demanda de quitter la salle. Durant la même année, il réclama près le général Catroux l'autonomie interne. Le 24 juillet 1950, la section tunisienne du Grand Conseil, qui rédigea un mémoire sur les aspirations tunisiennes, dénonça la politique colonialiste de la section française, notamment auprès du gouvernement français, qu'elle pressa d'entrer en négociation avec les Tunisiens pour l'affirmation de la souveraineté tunisienne. En décembre 1951, bien évidemment, il paralysa le Grand Conseil par le boycott de ses travaux pour protester contre la fameuse lettre du 15 décembre de Robert Schuman adoptant le principe de la co-souveraineté. D'Hautecloque, le résident général ayant ordonné en février 1952 le ratissage par la Légion étrangère du Cap Bon, il fit constater les dégâts matériels et humains par des personnalités françaises, dont le député Fonlupt Esperabé, et rassembla leurs témoignages dans un rapport circonstancié qu'il diffusa en France. Dans ces conditions, il faut désigner par le Bey Lamine comme membre de l'Assemblée dite des 40, qu'il convoqua à Carthage en août 1952 pour examiner les réformes présentées par d'Hautecloque au sceau bellical. La commission d'études, qui tint de nombreuses réunions à son domicile à Khaireddine, et fut attentive à ces observations, ayant conclu à leur incompatibilité avec le traité du Bardo et la convention de la Marsa de 1883, instituant le protectorat français, parce que consacrant la co-souveraineté au mépris de la personnalité juridique tunisienne, le B les rejeta. Tahar Ben Ammar rejeta les réformes Mzali-Voisard du 4 mars 1954, parce que consacrant toujours cette fameuse co-souveraineté. Puis vint le discours de Mendès France du 31 juillet 1954 sur l'autonomie interne, le refus d'Aziz Jallouli de présider le gouvernement de négociation et sa désignation de Tahar Ben Ammar le 7 août 1954. S'il vous plaît, arrêtez vos téléphones. Un nationaliste, Tahar Ben Ammar, un nationaliste indépendant, je cite, un homme d'expérience et de haute intégrité, selon le mémorandum remis en décembre 1954 par Bey Ladram aux délégations des Nations Unies à l'Assemblée générale sur l'évolution de la situation politique de la Tunisie, la signature des conventions du 3 juin 1954 sur l'autonomie interne, la formation du premier gouvernement, du deuxième gouvernement, l'autonomie interne, le protocole du 20 mars 1956 qu'il signa. Le 25 mars 1956, les élections à la constituante qu'il organisa portèrent à l'Assemblée les candidats du Front National. Tahar Ben Ammar quitta alors le gouvernement le 9 avril, date symbolique, 1956, au lendemain de l'inauguration par Lamine Bey de l'Assemblée constituante. Tahar Ben Ammar, qui milita en mars 1920 pour une constitution, un destour, vit le 8 avril 1956 ses vœux exaucés. Il accomplit son devoir et méritait la reconnaissance de tous. Pourtant, et malgré ce passé prestigieux, il sera arrêté et menotté
écroué à la prison civile de Tunis avant d'être déféré à la Haute Cour de justice, ce qui suscite 3 interrogations. La première, qu'est-ce que la Haute Cour de justice? La seconde, pourquoi la Haute Cour de justice ou de quoi l'accuse-t-on? La troisième, quels sont les vrais motifs de son renvoi devant cette juridiction d'exception? Alors, qu'est-ce que la Haute Cour de justice? Une Haute Cour de justice est un tribunal répressif généralement composé de juges professionnels, de députés, spécialement créé par le pouvoir pour juger les crimes et délits qu'il définit, commis par telle personne dans des circonstances de temps et de lieux particulières. C'est donc une juridiction d'exception, en principe non permanente, jugeant selon la procédure définie, appliquant les sanctions prévues, dont les arrêts qui ne sont susceptibles ni d'appel ni de cassation sont immédiatement exécutoires, sauf dans certaines législations recours en casse. Elle est dans les régimes despotiques aux ordres du pouvoir et honnie par les démocrates. C'est une juridiction au service du pouvoir politique. On la qualifie d'ailleurs de juridiction politique. Mais les textes qui l'instituent sont de droit étroit, d'interprétation et d'application restrictive. La Haute Cour doit notamment respecter les principes généraux du droit, les exceptions comme l'exception d'incompétence au profit d'une autre juridiction, ou encore, sur le fond du droit, la prescription de l'action, sauf disposition contraire. La Haute Cour de justice tunisienne fut instituée par le décret bellical du 19 avril 1956, à l'initiative de Bourguiba, Premier ministre Ahmed Mestiri étant ministre de la Justice pour juger les crimes et délits aux sophistes. Elle remplaçait, ironie du sort, la Cour criminelle spéciale créée par le décret bellical du 28 janvier 1956 à l'initiative de Tahar Ben Ammar, Premier ministre, Kadhem Ben Achour étant ministre de la Justice. La loi du 17 août 1957 de Bourguiba en étendit la compétence aux biens mal acquis. Elle visait la revision, je cite l'exposé des motifs de cette loi, la revision des fortunes édifiées d'une manière rapide et souvent immorale à la faveur de violations systématiques de la réglementation en vigueur ou par suite d'abus d'autorité, de mandat, de fonction ou d'influence réelle ou supposée. Fin de citation. C'est ce qui intéresse l'affaire Ben Ammar. La sanction de l'enrichissement illégal du prévenu, l'accusé, et la confiscation des profits réalisés, aggravée le cas échéant de l'amende qu'elle fixe. Elle est saisie, après enquête, l'instruction, par le président du comité régional de confiscation, dont les membres sont choisis et nommés par le pouvoir. Mais, et c'est ce qui intéresse notre propos, c'est très grave et très important, elle peut se saisir d'autorité, se saisir elle-même, de, je cite le texte, toute action contraire aux intérêts de la nation. Et nous allons voir que la Haute Cour de justice a tout fait pour précisément, permettez l'expression triviale, coincer Tahar Ben Ammar sur le fondement de ce texte pour le faire condamner. Donc, toute action contraire aux intérêts de la nation et des crimes et délits commis par le prévenu dès lors que le crime ou délit reproché a un lien, ce qu'on appelle la connexité, avec les opérations de sa compétence. Et le condamner en conséquence aux peines prévues, y compris la peine de mort. Bien. La Haute Cour de justice peut également soit prononcer la dégradation nationale, soit interdire l'exercice des droits civiques
et civils. Ceci étant, pourquoi le comité régional renvoya-t-il Tahar Ben Ammar devant cette cour de justice? Et c'est le problème des chefs d'accusation portés contre Tahar Ben Ammar. Une fraude fiscale. Quelle fraude fiscale? Se fondant sur le rapport de Zorgati, inspecteur des finances, qu'elle commit pour inventorier les biens et déterminer les revenus de Tahar Ben Ammar. La Haute Cour estima en 1958, la date est importante, que pour la période allant de 1942 à 1953, les déclarations de revenus de Tahar Ben Ammar étaient insuffisantes et constata qu'il ne paya aucun droit de patente, réalisant dès lors illégalement une économie d'impôts de quelque 11 576 000 francs, justifiant sa condamnation à paiement de la somme, amende comprise, de 46 304 000 francs de 1958. Mais Zorgati, ayant reconnu des erreurs dans ses estimations de certaines récoltes, dans le dénombrement des ovins, le calcul des dépenses de traitement des terres, l'évaluation des actions porteurs, l'estimation des revenus des oliviers, etc., erreur due à l'évaluation d'office qu'il effectua en l'absence d'une prétendue comptabilité précise, la Haute Cour ramena la somme, amende comprise, à 30 millions de francs, toujours 1958. Soit. Mais la Haute Cour de justice, juridiction d'exception, était-elle compétente pour statuer sur un banal litige fiscal relevant normalement de la commission du contentieux du ministère des Finances? Nullement pour la défense, qui souleva l'exception d'incompétence, mais sans succès. Pourquoi? Parce que la loi du 17 août 1957 sur les biens mal acquis, qui sont de la compétence de la Haute Cour, dispose, et je cite le texte, que sont confisqués les profits réalisés par suite d'abus de mandat lorsque ces profits proviennent d'opérations faites par toute personne investie d'un mandat électif. Fin de citation. Bien. En d'autres termes, on confisque les profits provenant d'opérations pour la réalisation desquelles un élu exploite abusivement, donc à des fins personnelles, son mandat. Dans notre affaire, les profits sont, selon la Haute Cour, les économies d'impôts générées par l'insuffisance des revenus déclarés et le défaut de paiement de la patente par Tahar Ben Ammar, représentant les électeurs, mandat électif, les électeurs au sein de la section tunisienne du Grand Conseil et de la Chambre d'agriculture du Nord. Mais peut-on considérer l'insuffisance de déclaration de revenus et le défaut de paiement de patente comme, je cite, ces opérations, fin de citation, visées par la loi de 57, constitutives d'un abus de mandat, c'est-à-dire des actes supposant réflexion et combinaison de moyens, donc des actes soigneusement élaborés, des actes accomplis par leur auteur outrepassant le pouvoir qui lui est confié, son mandat électif, ainsi à des fins détournées, personnelles et frauduleuses, l'économie d'impôts visée de la compétence d'une juridiction d'exception appliquant une loi d'exception. Nullement, car il s'agit ici d'une fort banale affaire de contestation fiscale de la compétence de la commission de contentieux du ministère des Finances. Mais, supposons malgré cela que la Haute Cour est compétente quand même pour en connaître. Alors, elle est tenue de constater
l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription. En d'autres termes, le fait pour l'administration fiscale de laisser écouler 3 ans sans agir contre le redevable d'impôt la prive du droit de lui en réclamer ainsi hors délai l'impôt. Or, dans notre affaire, l'impôt réclamé en 1958 concerne les années allant de 1942 à 1953. Donc bien au-delà du délai de prescription de 3 ans. En conséquence, la Haute Cour, qui interrogea sur ce point son expert Zorgati, qui confirma ce point de droit, aurait dû déclarer l'administration foreclose, c'est-à-dire déchue de son droit d'agir contre Tahar Ben Ammar, et par conséquent nulle la procédure engagée. Mais elle ignora la demande faite en ce sens par la défense et condamna Tahar Ben Ammar au mépris total du droit. Plus grave encore, est le témoignage écrit de ce même Zorgati dont je viens de parler, en date du 28 avril 2007, dont voici le texte. Je sous-signe Ahmed Zorgati, etc., certifie sur l'honneur, en prenant Dieu, le Très-Haut à témoin, qu'en 1958, ayant été désigné en ma qualité d'inspecteur des finances par la Haute Cour de justice, jugeant feu Tahar Ben Ammar, ancien Premier ministre, président du Conseil du gouvernement tunisien, suite à sa traduction devant la Haute Cour de justice pour un contrôle fiscal, couvrant une période de 20 ans. Et c'est très important. J'ai procédé aux investigations qui m'ont été demandées selon la méthode et conclusions qui m'ont été imposées par les instructions impératives que je devais ainsi strictement observer de la hiérarchie administrative. Je devais notamment écarter la prescription pourtant acquise, comme je le signalais au président de la Cour, en réponse à la question qu'il me posait à ce sujet, avec l'angoisse et la peur des conséquences qu'elle était susceptible d'entraîner pour moi, et je devais ignorer la comptabilité pourtant régulière présentée par feu Tahar Ben Ammar. Je fais ce témoignage écrit à la demande de M. Cheddi Ben Ammar en toute liberté et en pleine connaissance. Ahmed Zorgati, voici le texte portant sa signature. Voilà. Non. Bien. Point final. Bien. Deuxième accusation portée contre Tahar Ben Ammar et son hostilité à l'ordre nouveau. C'est le volet politique du procès, pouvant aboutir à la condamnation, à la dégradation nationale, ou même théoriquement à mort de Tahar Ben Ammar, si la haute trahison de l'Emin B, dont il aurait été le complice, était établie. Selon le président de la Haute Cour, je le cite, « Il y a des faits qui donnent à penser que vous êtes contre l'ordre nouveau. Ils apparaissent dans le recel des bijoux de la famille Bellical, dans votre domicile, et dans l'entretien tenu en votre présence entre Seydou et le B. Pour le procureur, je cite le procureur, récemment, une mesure de confiscation a été prise à l'égard de la totalité des biens de la famille régnante. Une partie des bijoux appartenant à cette famille a été découverte dans le domicile de M. Tahar Ben Ammar. On avait ainsi une nouvelle preuve de son hostilité vis-à-vis de l'ordre nouveau. » Fin de citation, c'est-à-dire aux institutions et aux gouvernants républicains. Reprenons, si vous le voulez bien, ces deux affaires et les autres que la Cour de justice, Haute Cour de justice, souleva en cours d'audience. Alors, l'affaire des bijoux. De quoi s'agit-il? En 1957, sentant venir la fin de la monarchie, les membres de la famille de l'Emin B cachèrent leurs bijoux pour les soustraire
à la confiscation prévisible de leurs biens par le nouveau régime. L'épouse de souverain, Jnaina Baya, mit ainsi ce qu'elle possédait de plus précieux dans une valise qu'elle confia à sa belle-fille, Safiya Turki, qui l'a remis à son tour à son fils Rafet. Il la transporta en automobile à Salambo, au domicile de son ami Ernest Spiteri, qui la remisa dans sa cave. Bien avant, le 15 mai 1955, à la fête du trône, Jouda Zakaria, épouse du prince Chadli, remit avec insistance à Zakia, femme de Tahar Ben Ammar, alors Premier ministre, à son départ du palais de Carthage, une boîte à chaussures, ficelée et enveloppée dans un foulard qu'elle qualifiait d'amana, donc de dépôt sacré. Zakia n'en parla point à Tahar Ben Ammar et la confia quelques 2 jours plus tard à son frère Laroussi Ben Ayad, qui l'a mis dans une armoire sans y prêter plus d'attention. Puis vint le 3 mars 1958. La police perquisitionnant à la demeure de Spiteri y découvrit la valise de bijoux de la Béa. Rafet, arrêté, dénonça la famille princière. Le 7 mars, à 2 heures du matin, Zouhair Babou, commissaire de police de la Marsa, demanda à Tahar Ben Ammar à son domicile de Ras Darb de Tunis, El Haqiba, la cassette de Jouda Zakaria. Devant sa surprise, Jouda, qui se trouvait dans la voiture de police, vint l'informer de la chose. Il appela son épouse, qui en confirma les dires, ajoutant que la boîte se trouvait chez son frère. Sans plus attendre, le commissaire amena Jouda et Zakia Ben Ammar chez l'Aroussi et récupéra la cassette et déposa les protagonistes à la direction de la sûreté pour interrogatoire. Répondant à la convocation de la police, Tahar Ben Ammar s'y rendit à son tour le même jour à 11 heures en compagnie des avocats Tawfiq Ben Chadli et Chadli Khaladi. Les 2 experts désignés pour décrire et évaluer le contenu de la cassette y trouvèrent un collier en or et un kholkhal, souvenir intime de Jouda d'une valeur de 400 000 francs. 4 jours après, le 11 mars, une menotte serrant cette main, comme l'avait dit André Bitbol, serrant cette main qui signa les conventions sur l'autonomie interne et le protocole d'indépendance du 20 mars 1956, Tahar Ben Ammar était écroué, tel un vulgaire malfaiteur, à la prison civile de Tunis, tout comme son épouse Zakia et Jouda Bey, qui rejoignirent le quartier des condamnés de droit commun. Ils y croupirent près de 5 mois. Pourtant, Tahar Ben Ammar fut arrêté et emprisonné au mépris de l'immunité parlementaire qui le protégeait en sa qualité de député de la Constituante. Il ne pouvait l'être pendant la durée de la session qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf cas de flagrant délit. À ce moyen soulevé par la défense, la Haute Cour répondit que l'Assemblée fut avisée des poursuites engagées. Mais un avis informatif ne peut remplacer une demande de levée de l'immunité argumentée, appelant une réponse réfléchie et discrétionnairement donnée. La Haute Cour se ravisa donc et invoqua le flagrant délit de recel de bijoux confisqués, la libérant, affirma-t-elle, de cette obligation, sans plus de succès d'ailleurs. Pourquoi? Car il faut prouver cumulativement le délit de recel des bijoux confisqués et la flagrance de ce délit. Or, au délit de recel,
il manque deux éléments constitutifs. D'abord, l'élément intentionnel, dit moral, visé par l'article 37 du Code pénal, disposant que nul ne peut être puni que pour un fait accompli intentionnellement, c'est-à-dire volontairement, consciemment. Plus précisément, le délit de recel impliquant la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse de l'objet recelé, ici les bijoux confisqués de la boîte à chaussures de Jouda, et Tahar Ben Ammar, ignorant, ainsi que l'enquête l'a établi, jusqu'à l'existence même de cette boîte, il ne peut être juridiquement qualifié de receleur. Il manque ensuite l'élément matériel, l'acte de recel, car en 1955, Jouda était la propriétaire légitime de la boîte qu'elle remit à cette date à Zakiya Ben Ayad. Cette boîte n'est considérée comme juridiquement recelée que le jour de la confiscation de ses biens par la loi du 17 août 1957 et non pas 1955. Or, à cette date, 1957, la boîte se trouvait chez l'Arous Ben Ayad et Tahar Ben Ammar ne la vit jamais et ignorait tout de l'affaire. Mais le moyen ne troubla pas outre mesure la haute cour, qui se contenta de l'avis de l'information de flagrant délit donnée à l'Assemblée, ce qui n'est pas juridique, le délit de recel n'étant ainsi pas constitué, il n'y a pas lieu d'en examiner la flagrance. L'arrestation et la détention de Tahar Ben Ammar sont donc arbitraires et illégales. L'affaire du transfert de la police au gouvernement tunisien. Grave affaire. Alors, de quoi s'agit-il? Écoutons le discours du député et encore Premier ministre Habib Bourguiba, prononcé le jour de la proclamation de la République, le 25 juillet 1957. Que nous dit le Premier ministre, député, c'est Habib Bourguiba. Je le cite. Lorsque, dit-il, après le triomphe de la cause du peuple, nous avons constitué un gouvernement et entrepris la reconquête des rouages de l'administration et des moyens du pouvoir. Au lieu de chercher à le réhabiliter, les baies se sont lancés dans la subversion youssefiste. Suprême paradoxe. Nous avons vu le roi qui avait abandonné le peuple, épouvanté par la perspective de l'exil et de la perte du trône, prendre fait et cause pour celui, Salah Ben Youssef, qui demandait le retour à la lutte armée. Il ne s'agissait là que d'une attitude de parade. La vérité cachée est qu'il ne voulait même pas que la France nous abandonne les pouvoirs de police. Au moment où, au cours de ce qui fut appelé la petite négociation, menée par Moujislim au sein du gouvernement Ben Ammar, nous nous efforcions d'obtenir le transfert de certains postes de police, de gendarmerie et de Marseille du Sud. Le B protestait devant témoins auprès du représentant de la France, Roger Seydou, contre ces transferts et insista pour qu'il, Roger Seydou, continuât à assumer les responsabilités de l'ordre. Ainsi, il n'hésitait pas à poignarder dans le dos son propre gouvernement. Fin de citation. Bien. Le 15 septembre 1973, on n'est plus en 57, on est en 73. Le président, à ce moment-là, Bourguiba, reprit ses accusations dans sa 9e conférence à l'Institut de presse. Je le cite. Le haut-commissaire de France, M. Seydouf, fit, dit-il, part à M. Lévy d'Espa, propriétaire des magasins Monoprix, de son désir de me rencontrer. Il entendait beaucoup parler de moi et voulut
me connaître. Je fais une parenthèse. Donc, le 25 décembre 1955. Or, selon le professeur Khalifa Chatr, dans son livre Tahar Ben Ammar, à la page 166, et de Mohamed Ben Salem, l'antichambre de l'indépendance, Bourguiba et Seydou s'étaient déjà rencontrés le 22 novembre pour le premier et le 23 pour le second, donc avant le repas du 25 décembre. Je continue la citation. Je suis rentré de France aujourd'hui même, dit-il. Le B, comme lors de mon départ, n'a pas manqué de m'exprimer fermement son opposition au transfert des cavaliers de Loujac au gouvernement tunisien. Il a encore tenu à me spécifier que s'il était d'accord pour l'application de toutes les clauses du protocole, en vérité il s'agit des conventions sur l'autonomie interne de 1955, il refusait fermement par contre toute autre concession non prévue par l'accord. J'ai cru devoir souligner pour ma part que les troupes transférées au gouvernement étaient tunisiennes et non françaises. Je restais sidéré. Ça, c'est Bourguiba qui parle. Je restais sidéré. Ainsi donc, au moment où nous nous efforcions de constituer l'embryon d'une armée aussi importante que possible, le B ne trouvait rien de mieux que d'essayer de vouer nos efforts à l'échec. Après déjeuner, nous nous quittâmes. C'était un dimanche. Je voulus sonder Ben Ammar, qui, Premier ministre, assiste de droit aux audiences accordées par le B aux représentants de la France. Je le prévins téléphoniquement de ma visite et me rendis près de lui. Il m'accueillit avec empressement. « Avez-vous rencontré le haut-commissaire de France aujourd'hui ?»« Effectivement, tout va pour le mieux, répondit-il. »« N'y a-t-il rien d'important à signaler ?»« Rien du tout. » Je le quittai et téléphonai à Chedli Bey pour lui dire que je tenais à le rencontrer le lendemain, donc le lundi 26, à 9h pour une affaire importante. J'insistais également pour que son frère Mohamed se joignît à nous. Nous nous rencontrâmes le lendemain à l'heure prévue. Je leur demandai s'ils étaient au courant des entretiens qui s'étaient déroulés la veille, donc dimanche, entre le B, le Premier ministre et le haut-commissaire. Sur leur réponse négative, je l'ai mis au courant de ce qui s'était passé. Puis je m'élevai avec vigueur contre l'attitude du B qui n'hésitait pas à poignarder son gouvernement dans le dos. Chedli Bey se récria et sans porter ses soupçons sur Tahar Ben Ammar, soutint que Seydou avait menti pour desservir son père. Quoi qu'il en soit, dis-je alors, cette affaire est très grave. Si le peuple venait à l'apprendre, votre trône éclaterait immédiatement en morceaux. Puis, par l'intermédiaire du directeur du protocole, le B reprocha au haut-commissaire d'avoir dévoilé son jeu à Bourguiba. Excusez-moi, je poursuis. Selon Bey Lagram, fin de citation. Selon Bey Lagram, qui était ministre, assurant l'intérim, entre autres, de Tahar Ben Ammar. Je le cite, mais le texte est en arabe, je l'ai traduit. Lorsque, et c'est une importante précision, l'ordre fut troublé et que se multiplièrent les actes de violence et les tentatives de meurtre entre les partisans du bureau politique de Bourguiba, qui considéraient les conventions du 3 juin 1955 comme un pas en avant, et ceux de Ben Youssef, qui les combattaient comme un pas en arrière, Mongisli, ministre de l'Intérieur, constata son incapacité à assurer l'ordre public. Il fut décidé que j'intervins près le haut-commissaire Seydou pour le transfert immédiat des pouvoirs de police au gouvernement tunisien. Seydou convainc que l'affaire est urgente, mais que cela nécessite l'accord du chef de l'État légal, c'est-à-dire le B. 2 jours après, Seydou me demanda de venir déjeuner à la résidence de la Marsa. Mais avec Habib Bourguiba. Après le repas, il nous informa que le B refusa cette orientation
رفض هذا الاتجاه. Donc qu'il refusa cette orientation, déclarant qu'il préférait que le maintien de l'ordre demeurât entre les mains de l'autorité française, de peur que son transfert ne fût exploité par l'une des parties pour réaliser ses fins. Nous nous rendîmes au palais et nous eûmes, Bourguiba et moi, une entrevue avec le bey et son fils, le prince Chadi, qui rejeta la relation des faits par Seydou et dit que la cour est attachée à la nécessité d'un accord complet, à la clarté et à la confiance réciproque dans ses rapports avec le gouvernement et le parti qui réalisa l'autonomie. Et que ce qu'a rapporté Seydou n'est qu'un complot visant à semer la zizanie et à détruire la confiance régnant entre le palais et le gouvernement. Dans une autre interview, celle-ci en réalité en 1996, Behiladram déclara: nous demandâmes à Seydou de mettre toutes les forces de sécurité à la disposition du gouvernement tunisien. Quand Seydou l'en informa, le bey s'y opposa, disant qu'en l'état de la situation du pays, il appartient à la France d'être une force d'interposition séparant les deux parties. Nous réagîmes d'une part en insistant pour qu'il présentât notre demande au gouvernement français, d'autre part en notifiant au bey le retrait de notre préjugé en sa faveur. Nous constatons donc de tout ce que je viens de dire, que la relation défaite par Bourguiba, déjeuner chez Despa, à Sidi Bou Saïd, entrevue avec Chadli Mohamed, la protestation du bey contre la divulgation des entretiens à Bourguiba n'est pas confirmée par la dame, qui précise, par contre, que le repas eut lieu à la résidence de France de la Marsa, que l'entrevue de Carthage réunit le bey et Chadli, Bourguiba et Ladram, et que l'opposition du bey au demeurant provisoire était dictée par l'évitement d'une tuerie fratricide. Qu'en dit maintenant le haut-commissaire Seydou, dans sa dépêche aux affaires étrangères du 27 décembre 1955. Lamine Bey m'a déclaré au sujet du protocole sur l'ordre public qu'il ne pouvait reconnaître aucun post-scriptum aux conventions signées par lui. Rien ne pouvait être ajouté à ces textes sans sa demande. Or, il n'avait rien demandé. L'accord récemment conclu lui paraissait d'autant plus inquiétant qu'il permettait aux partis politiques, le Destour de Bourguiba, d'agir avec des forces accrues contre l'opposition. Or, il voulait que la paix régna dans ces États, et il désirait que M. Bourguiba et Ibn Youssef, tous deux ses enfants, reçoivent la même protection. Il affirme son désir de ne pas voir accroître les forces de police à la disposition de son gouvernement. Le bey dénonçait ainsi, et je recite Seydou, les protocoles relatifs à l'ordre public qui ont fait l'objet des lettres entre lui-même, Tahar Ben Ammar, en tant que président du Conseil, et Roger Seydou. Tahar Ben Ammar ne pouvait qu'enregistrer sans réagir l'attitude de son souverain, qui dissimulait mal ses sentiments youssefistes et ses critiques adressées envers la politique de son gouvernement qu'il, Tahar Ben Ammar, dirige. Gouvernement qui était défavorable à cette époque-là à Salah Ben Youssef. Nous voyons que Seydou n'évoqua aucune rencontre entre Bourguiba et Ladram, que l'opposition du bey était motivée par son souci d'éviter une confrontation sanglante entre ses enfants, quoiqu'il fût youssefiste, et qu'il ne signala aucune protestation du bey à la divulgation de leur entretien à Bourguiba. Qu'en disaient les autres participants à cet entretien, Tahar Ben Ammar lui-même, Hamadi Bahri et Lamine Bey. Écoutons ce qu'ils ont dit. À la question du président de la Haute Cour,
je le cite, « Comment le président Bourguiba vous a-t-il interrogé sur l'entretien ?» Tahar Ben Ammar répondit « Je me rappelle qu'en septembre 1955, là il y a erreur, son Excellence le Président m'a interrogé sur un entretien qui aurait eu lieu entre le B et Seydou. Je lui ai répondu que les propos rapportés étaient inexacts et qu'il était inconcevable que le B les eût tenus en ma présence. Qu'en réalité, le B avait protesté contre les incidents sanglants qui avaient occasionné l'assassinat de Mokhtar Attia et du reporter photographe Mohamed Ben Ammar, et déclaré qu'il tenait la France pour responsable de l'ordre dans le pays. Le B n'avait point protesté contre le transfert des forces de l'ordre aux Tunisiens. Par ailleurs, j'étais responsable des négociations. Il était donc impossible que je donne mon accord à pareille attitude et je ne pouvais qu'exiger le transfert des forces de l'ordre aux Tunisiens. Enfin, il était logiquement impossible que le B tînt les propos qu'on lui prête, les conventions ayant été signées par les deux États après accord du Parlement français. Fin de citation. Tahar Ben Ammar. La déposition de Hamadi Bahri. Tahar Ben Ammar, Hamadi Bahri assistait aux entretiens. Bon. Que nous dit Hamadi Bahri, qui était directeur adjoint du protocole et qui assista et traduisit par conséquent les propos du B. Son témoignage, ses dépositions concordaient avec celle de Tahar Ben Ammar. Il déclara en effet, je le cite, qu'il est absolument inexact que j'ai traduit une protestation du B auprès de Seydou. Je n'ai jamais entendu parler de cette protestation. J'affirme avec la dernière insistance que la seule circonstance où il était question du transfert à l'autorité tunisienne des forces de l'ordre était celle où M. Seydou avait informé l'ancien B des négociations en cours entre lui et M. Mongislim, alors ministre de l'Intérieur, au sujet du transfert au Caïd, région par région, de forces supplétives relevant des contrôleurs civils, dans le cadre de la petite négociation. Le B a alors répondu qu'il convenait de réunir les résultats de cette négociation dans un instrument unique qui lui serait présenté pour être revêtu de son sceau. Le témoin a enfin déclaré qu'il n'avait jamais porté à Seydou une protestation du genre dont il s'agit. Fin de citation. Alors, écoutons maintenant ce qu'a dit l'Émile B, car il a été interrogé. Sa déposition était empreinte d'incertitude et peut-être de lassitude. Je le cite. J'avais, dit-il, reçu des délégations de Tunisiens venus protester contre les agissements du bureau politique qui visait l'assassinat de 2 personnes. Il est possible, 4 fois il répète ce terme-là, il est possible que dans la suite j'ai émis auprès de l'ambassadeur Seydou une protestation contre le transfert sans mon consentement des forces de police au gouvernement tunisien. Il est également possible que j'ai protesté auprès de lui contre le fait qu'il avait relaté l'entretien au président Bourguiba. Il est possible que Seydou m'ait informé du transfert de 250 Moukhazni aux autorités tunisiennes et que j'ai protesté contre cette mesure. Fin de citation. Puis le B se rétractait, disant, je le cite, il est exact que Tahar Ben Ammar était présent au moment où je protestais auprès de Seydou. J'ai envoyé par Hamadi Bahri une protestation auprès de Seydou pour divulgation du secret auprès du président Bourguiba. Ce fut Tahar Ben Ammar qui m'avait informé de cette divulgation. Fin de citation. Enfin, l'Emin Bey réintroduit dans sa déposition cet élément d'incertitude qui en affecte très sérieusement la véridicité, disant, je le cite, et très important, je fais la présente déclaration en tant que les faits en question pouvaient bien avoir eu lieu. Donc il met en doute l'existence même des faits. Je fais la présente déclaration en tant que les faits en question pouvaient bien avoir eu lieu. Il est possible
que j'ai eu ce comportement, mais je ne me souviens pas des détails de l'affaire. Point final, fin de citation. Alors, il résulte de cet entretien, de cet ensemble de témoignages, qu'un entretien eut bien lieu entre Seydou et le B en présence des seuls Tahar Ben Ammar et Hamadi Bahri. Que l'entretien porta sur le transfert des forces de l'ordre pour Tahar Ben Ammar, 2 forces supplétives dites Makhzen pour Bahri, des forces de police pour Seydou. Que le B ne refusa pas leur transfert pour Tahar Ben Ammar et Bahri, contrairement aux affirmations de Seydou qui justifient l'opposition du souverain qu'il est seul à annoncer. Personne n'a dit cela, c'est sorti de chez Seydou, cette histoire d'opposition de Lemine Bey. Donc il est seul à annoncer par sa volonté, la volonté de Lemine Bey, de ne point renforcer un camp au détriment de l'autre, considérant Habib Bourguiba et Salah Ben Youssouf comme ses enfants, bien qu'il, et je recite Seydou, il dissimula mal ses sentiments youssefistes et critiques. Dès lors que Seydou était en sympathie avec les bourguibistes, modérés et pro-occidentaux, et que s'il admettait une évolution des conventions de 1955, il ne la concevait que modérée dans le souci d'apaiser l'inquiétude des prépondérants, semer la zizanie entre le B et le gouvernement, entre Mongislim, ministre de l'Intérieur, Behil Adram et Habib Bourguiba d'un côté, et Lemine Bey de l'autre, ne pouvait que servir ce dessein. Il aurait donc pensé cette coupable machination pour freiner l'évolution du statut de la Tunisie vers une plus grande autonomie. Point donc de refus de transfert à l'audience de 2 décembre 1955. Mais cela n'emporta pas la conviction de la Cour, qui, je cite la Cour, maintenant la Haute Cour, voit en Tahar Ben Ammar l'homme qui a été présent à un complot. Mais, et alors là c'est beaucoup plus grave, mais entre l'ancien B et le représentant de la France, pour empêcher la Tunisie de parfaire sa condition de pays indépendant, si on est en 55 et l'indépendance date de mars 56, sans même informer ses compagnons de la délégation de négociation. Observons ici qu'aucun témoin n'était appelé à la barre et qu'aucune confrontation n'eut lieu. Je voudrais lire ici un contre-témoignage écrit du lieutenant-colonel Kamel Ayari, qui a été par conséquent entendu par l'instruction. Déclaration sur l'honneur, et cette déclaration a l'avantage d'avoir fait l'objet d'un enregistrement et d'une validation de signature. Il y a les tampons et les signatures. Déclaration sur l'honneur. Déclaration sur l'honneur de qui? De Mohamed Kamel Ayari, titulaire de la carte d'identité, etc., etc. Bien. Si Kamel Ayari nous dit que Cheikh Ibn Ammar, ici présent, m'a notamment lu la déposition qui m'est attribuée suivante. Il a fait sa déposition. Bien. Tout ceci ne nous intéresse pas. Les 3 témoins, le général Laïd, le Allal Ben Soumida, qui était aide de camp, le général Laïd était le général de la garde, et Kamel Ayari, qui était aide de camp et le lieutenant-colonel de la garde, donc, étaient entendus comme témoins. Ils ont chargé Lemine Bey, etc. Il était visible que leur témoignage était combiné. Que nous dit sur l'honneur, donc, Kamel Ayari? Il nous dit ceci: Monsieur Cheikh Ibn Ammar m'a demandé
expressément, avec la plus grande courtoisie, de confirmer ou d'infirmer le témoignage sus reproduit qui m'est attribué. Je lui ai répondu que j'affirme de la manière la plus nette, claire et précise, que je n'ai jamais, directement ou indirectement, expressément ou implicitement, fait un tel témoignage, ni une allusion quelconque aux faits qui y sont rapportés, entièrement ou partiellement, qui me sont en conséquence entièrement étrangers. Que je suis fort surpris qu'on m'ait attribué un tel témoignage, ayant par ailleurs la conscience parfaitement tranquille vis-à-vis de Dieu, des accusés de leur famille, de mon pays et de l'histoire. Donc, et c'est extrêmement grave, on a fait témoigner quelqu'un qui n'a pas témoigné du tout. Et ce monsieur-là nous dit, et il sait ce qu'il fait. Et pour enregistrer ce document, ça a été, d'après mon enquête, ça a été extrêmement difficile. C'est un faux. On accuse la haute cour de justice d'avoir fabriqué un faux. C'est extrêmement grave. Voici ce que dit Kamel Layari. Bien. Point final. Autre accusation. La rétention par le B du décret instituant l'Assemblée constituante. Dans son discours réquisitoire à la Constituante le 25 juillet 1957, le député ministre Bourguiba déclara, je le cite, « Sans le scandale de l'opposition du souverain au transfert de la police au gouvernement tunisien, il y a de fortes chances pour que cette assemblée ne soit pas réunie à cette heure, parce que le B n'était nullement disposé à accepter le principe d'une constitution élaborée par une assemblée élue. Il voulait une constitution octroyée, qui serait rédigée par une commission et n'amputerait pas ses prérogatives. » Fin de citation. L'ayant menacé de révéler à l'opinion son comportement dans l'affaire du transfert des forces de police, je cite, « Effrayé, il s'est déclaré prêt à signer le décret qu'il avait laissé dormir jusque-là. » Behi Ladram précise de son côté qu'en réaction à la position médicale relative au transfert signalé, Bourguiba et lui-même retirèrent au B le préjugé qu'ils avaient en sa faveur, d'autant plus qu'il s'abstint de sceller le projet de décret que nous lui avons soumis et qui concerne les élections à l'Assemblée constituante, qu'il signa immédiatement et sans hésitation. Ceci contredit d'ailleurs l'interview du même Behi Ladram à El Bayan en 1973, disant que le B ordonna la tenue le lendemain d'une cérémonie du sceau pour y sceller les textes en souffrance. Elle eut lieu 2 jours après. Alors qu'en était-il en vérité? Il faut savoir ici que 2 décrets furent soumis au souverain. L'un convoquant l'Assemblée constituante. Il fut délibéré en Conseil des ministres le 28 décembre 1955. Examiné dans l'après-midi du même jour par le B à Carthage, en présence de Tahar Ben Ammar et de Mogislim, et scellé le lendemain, jeudi 29, à la cérémonie hebdomadaire du sceau, il n'y avait ainsi aucun blocage bellical de ce texte. Passons au second texte. Le second texte concerne les élections. Il fut délibéré en Conseil des ministres du 4 janvier 1956 et scellé le 6 janvier 1956. Le jour même, à 16h, Ahmed El-Mestiri en distribua le texte aux journalistes, où se trouvait donc le blocage incriminé. N'en voit pas. Bien. C'était donc, avec raison, que Tahar Ben Ammar répondit à la question du président de la Haute Cour. Étiez-vous au courant du blocage au sceau
du décret instituant l'Assemblée nationale constituante. Je n'étais pas au courant de la chose. Le texte avait été bloqué, répliqua le président de la Cour. Il a été scellé que lorsque son Excellence le Président eut réuni les fils du B et les eut menacés de les dénoncer au peuple. Reprenant l'assertion du président Bourguiba, pourtant contredite par la relation de Bahilata. Il est cependant exact, et ça c'est important, que le Minbei penchait effectivement pour une constitution octroyée. Elle devait être élaborée par 3 constitutionnalistes de renom, 2 Tunisiens et un Français, dans le respect de 3 principes. La forme du régime, une monarchie héréditaire, la succession se faisant par ordre de primogéniture mâle et non plus selon le système de la tanistrie, dite aussi agnatique, la succession du plus âgé de la famille. Deuxième principe, les pouvoirs du roi, strictement moraux et protocolaires. Le roi règne et ne gouverne pas, il symbolise l'État et on assure par sa présence la stabilité et la continuité, il est le père de la nation, point final. Troisième principe, la nature du régime, démocratique appliquant le principe de la séparation des pouvoirs et parlementaire, dans lequel le chef du gouvernement est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée législative, devant laquelle le gouvernement qui dispose du droit de dissolution est politiquement responsable. Cette structure, fortement suggérée par le prince Hassin, demi-frère et éminence grise de Moussou Bey, et Bey du camp de Lamine Bey, visait principalement à couper l'herbe sous les pieds de Bourguiba et des républicains, et à modifier l'ordre successoral au profit du prince Siadi. On observerait que cette modification successorale reçut, selon Nourdine Hached et sa mère, dans un témoignage dans réalité, l'approbation de Farhat Hached à la condition que le régime fût parlementaire. Point final. Je passe à un autre point. La revendication par le B de l'article 3 du traité du Bardo sur la protection de la dynastie husseynite. Par l'article 3 du traité du Bardo du 12 mai 1881, la France s'engageait à protéger le B contre toute menace contre sa personne et son trône. Elle garantissait donc le souverain et sa dynastie, mais son maintien fermait la voie à l'indépendance. Dans son discours réquisitoire, Bourguiba déclarait « Lorsque je suis allé négocier à Paris le protocole d'indépendance, j'ai appris que les Bey étaient intervenus par la voie diplomatique pour exiger de la France le maintien du fameux article 3 qui garantit la sauvegarde du trône. C'était un acte de haute trahison passible de la haute cour. » C'est pour cela que j'ai parlé de la peine de mort au début, contre Tahar Ben Ammar et Lamine Bey, si en réalité ils étaient mis en accusation pour ce motif. Or, dit-il, des têtes couronnées sont tombées au cours de l'histoire. Pour moins que cela, lorsque je suis revenu avec le protocole d'indépendance, le peuple était venu en masse à ma rencontre. Accueilli par la joie et l'ardeur d'un peuple en fait, je trouvais sur l'aire d'atterrissage un simple aide de camp. J'ai pensé que le prince Chadli était souffrant. Je le trouvais souriant et bien portant au palais. L'intention était évidente. Ainsi m'était fournie encore une fois la preuve qu'à chaque victoire du peuple correspondait une catastrophe pour la famille régnante. Le président de la Cour demanda donc à Tahar Ben Ammar, je le cite, s'il était vrai que le Bey voulait revendiquer l'autorité de l'article 3 instituant la protection de la dynastie par la France.
Mais Tahar Ben Ammar répondit, je le cite, Behi Ladram, me posa la question, et que ma réponse fut que la chose ne pouvait se faire, et que j'allais me rendre auprès du bey. Je me suis en effet rendu auprès du bey, je l'ai entretenu de la question, mais il ne m'a pas confirmé le fait. Tahar Ben Ammar est hors de cause. Tels sont les constituants de ce que l'accusation qualifia d'hostilité de Tahar Ben Ammar à l'ordre du nouveau. Il révèle l'intention profonde de la Haute Cour de justice de le charger le plus lourdement pour le condamner à une peine infamante, la dégradation nationale, affectant sérieusement le prestige qui auréolait son grand nom, ainsi que l'exprime éloquemment la réponse de cette juridiction d'exception à la demande d'acquittement faite par la défense en raison de son passé. Que nous dit la Haute Cour sur ce point? Je la cite. Attendu que cette Cour, lorsqu'elle considère le passé du prévenu, ne s'arrête pas à un passé de gloire dû aux nécessités du moment, mais voit en lui l'homme qui est entré depuis 1928 au Grand Conseil, cet instrument de colonialisme, et ne l'a quitté qu'à sa suppression, qui a participé avec ses deniers aux sociétés colonialistes qui combattaient toute politique tendant à acheminer ce pays vers l'indépendance, qui a été présent à un complot entre l'ancien bey et le représentant de la France pour empêcher la Tunisie de parfaire sa condition de pays indépendant, sans même informer de ce complot ses compagnons de la délégation de négociation, l'homme enfin dont il est advenu que les bijoux confisqués à l'encontre de l'ancien bey et de sa famille ont été découverts en la possession de son épouse. Elle n'en tira cependant aucune conséquence de droit, tout simplement en raison de leur inanité. Mais alors, quels sont les vrais motifs du renvoi de Tahar Ben Ammar à la Haute Cour? Ils sont d'une part objectifs politiques et ils sont d'autre part psychologiques. Les éléments politiques objectifs, il convient ici d'observer que la Tunisie passa non sans difficulté, sans heurts, surtout sans sanglant affrontement entre bourguibistes et youssefistes en 3 années, du 31 juillet 1954 au 25 juillet 1957, du protectorat à l'autonomie interne, à l'indépendance et à la République, avec les bouleversements provoqués par chaque étape. La survie de l'État, sa continuité, sa réorganisation, la consolidation du nouveau régime, le maintien de l'ordre public, la dynamisation du progrès en ces circonstances exceptionnelles ne pouvaient s'accommoder d'aucun laxisme et faiblesse. La fermeté, la vigilance s'imposaient. Bourguiba, qui institua la Haute Cour de justice, et en étendit d'une part la compétence aux affaires d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et de biens mal acquis, et d'autre part les sanctions à la dégradation nationale, ne pouvait admettre, dans une conception machiavélienne, pas machiavéliste, machiavélienne du pouvoir, la cristallisation, le risque même de cristallisation d'une opposition, fût-elle par un homme de surcroît d'une grande probité, jouissant d'un passé glorieux. Il fallait donc le détruire politiquement à titre préventif. Le grief d'hostilité à l'ordre nouveau que la Haute Cour chercha d'établir contre lui ont constitué l'éloquente illustration. Telle est, nous semble-t-il, l'explication politique de l'affaire. Elle ne peut cependant justifier, surtout dans la construction d'un État démocratique à peine sorti d'un colonialisme de 75 ans, l'arrestation,
l'emprisonnement durant près de 5 mois, la condamnation d'un homme d'honneur prestigieux et innocent par une juridiction d'exception aux ordres, car ce faisant, le pouvoir balance dans l'arbitraire et la tyrannie contre lesquels il a si efficacement lutté. Sur les motifs psychologiques, l'autre explication est psychologique. Dès le passage de sa condition de pur leader à celle de gouvernant le 19 avril 1956, Bourguiba évolua vers son identification à la Tunisie, puis son fusionnement avec elle pour former un tout indivisible, phénomène connu en psychopathologie politique, étudiant les troubles de comportement des politiques au pouvoir. Dans sa forme la plus évoluée, ce fusionnement exclut l'idée de droit contraire à la doctrine officielle. Donc l'opposition qui porte cette idée contraire et aboutit au pouvoir personnel absolu, à la dénaturation du régime, passant d'une république démocratique à une royauté déguisée, sous la forme d'une présidence à vie, avec préparation de sa progéniture à la succession. Nous en avons des exemples tristement éloquents, et nous en vivons un en Syrie. Bien. Et il n'y a point de place dans cette intellection et sa concrétisation, dans cette dynamique fusionnelle, obsessionnelle, à tout obstacle, à tout concurrent, singulièrement en l'occurrence à Tahar Ben Ammar, qui a eu l'heure et le malheur de s'interposer dans la phase d'identification entre le leader et sa Tunisie, en négociant et signant les accords du 3 juin 1955 sur l'autonomie interne et le protocole de l'indépendance du 20 mars 1956. Il n'y a pas de place à Tahar Ben Ammar, au passé exemplaire, à un homme authentique heurtant le moi fusionnel et l'égocentricité, pas l'égocentrisme, l'égocentricité sacrificielle du combattant suprême, chef de l'État de sa Tunisie. Un homme qui peut se prévaloir d'une ancestralité, d'une fortune, d'un ancrage à la grande bourgeoisie, d'une belle expérience politique, desquelles, et je le dis clairement et avec force, Bourguiba n'est nullement exclu, dès lors qu'il appartient à la petite bourgeoisie monastérienne, a été élevé par l'épouse de son frère Mohamed Mamia Sahab Taba d'une grande famille makhzen, est pourvu d'une très haute culture historique, littéraire et politique, et peut fort légitimement invoquer son action remarquable comme leader et chef de gouvernement, puis chef d'État. Dans ces conditions, il fallait s'attribuer autant que possible les vertus et les succès de l'œuvre de Tahar Ben Ammar, fondamentalement pour les fameuses signatures de ces documents essentiels dans la vie du pays. Il fallait l'avilir, ternir le prestige qu'il auréolait en le faisant condamner par la haute cour. Mais elle ne put, malgré les efforts du procureur Ali Sherif et du président Mohamed Farhat, retenir contre lui aucun chef d'accusation, se contentant d'une dissimulation fort discutable de revenus au fisc qui lui coûta quand même 30 millions de francs, sans compter les quelques 5 mois d'emprisonnement. Tels sont, à notre sens, les vrais motifs de son renvoi devant la haute cour. En conclusion, messieurs, dames, quoique défendu par Béchir Ben Ahmed dans l'action et par Mohamed Masmoudi, ambassadeur à Paris, qui perdit pour cette raison son poste, Tahar Ben Ammar fut moralement et psychologiquement profondément atteint et abandonna définitivement l'arène politique.
Le 24 mai, la loi portant grâce amnistiante fut promulguée. Son article 4 dispose qu'elle efface l'infraction et entraîne la remise de toutes les peines principales et accessoires, ainsi que toutes les incapacités ou déchéances subséquentes, sans toutefois qu'elle puisse jamais lieu donner à restitution. Fin de citation. La peine subsiste donc en partie. En outre, pour en bénéficier, le condamné doit accomplir une condition avilissante. Il faut en effet avoir manifesté par sa conduite des signes évidents d'amendement et de repentir, s'être mis volontairement à la disposition des autorités manifestant des signes évidents d'amendement et de repentir. Le 20 juin 1966, Tahar Ben Ammar et son épouse, pourtant acquittés par la Haute Cour de justice, en bénéficiaires. L'acquittement concerne Mme Zakiya Ben Ammar. Le 25 juillet 1969, Tahar Ben Ammar reçut le grand cordon de l'ordre de l'indépendance. C'est l'un des gestes magnifiques que Bourguiba sait faire. Mais seule sa réhabilitation par la représentation nationale ou la revision de son procès fera justice de l'injustice. Je vous remercie.